Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, de nous avoir rejoints sur cette agora du Salon de l'étudiant. Un salon qui bat son plein, beaucoup de monde aujourd'hui. Et tous les visiteurs qui viennent se sont rendus compte en rentrant dans le salon. Sur cette édition, la police nationale est à l'honneur, un stand imposant à l'entrée. Justement pour venir à la rencontre de tout le monde, des jeunes, des parents, et montrer les multiples visages de la police. On n'a pas toujours conscience, non seulement du nombre de métiers, mais de l'implication de la police dans tous les segments de la société. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec deux femmes. En plus, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Sonia Fibleuil, bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire des visionnaires et porte-parole de la police nationale. Et Tatiana Brissot, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de l'unité de promotion du recrutement et de l'égalité des chances en Île-de-France. Et nous allons évoquer avec toutes les deux à la fois les métiers, les formations. On va faire une plongée dans les coulisses de la police nationale. Tout d'abord, pour commencer, Sonia, donc, un sondage récent a montré quand même une chose importante, c'est que les gens ont beaucoup de préjugés sur la police qui ne viennent pas forcément d'une expérience, mais plutôt d'une perception. C'est quand même, ça mérite d'être souligné peut-être en entrée. Alors, effectivement, nous avons des sondages récents, puisque la police nationale est très suivie, particulièrement en ce moment, et polarise beaucoup de choses autour d'elle, et véhicule une image qui est parfois erronée. Qu'est-ce qu'on constate? Et notamment, c'est le dernier sondage de Cevipof qui nous le dit, c'est que 75% de la population française soutient sa police nationale et a confiance en sa police nationale. Alors, ceci étant dit, on peut s'en satisfaire, mais nous souhaitons aller encore au-delà de cet excellent résultat parce que nous souhaitons vraiment progresser de plus en plus sur la question de notre image et de la perception que la population a de notre institution. Souvent par méconnaissance, parce qu'il est très difficile de pouvoir ouvrir nos portes complètement parce que nous préservons et nous garantissons souvent le secret de l'enquête, nous garantissons l'anonymat des victimes et du coup nous sommes contraints évidemment dans notre communication, mais malgré ça nous essayons de nous ouvrir largement. Et aujourd'hui au Salon de l'étudiant, c'est ce que nous faisons. Vous l'avez souligné Jacques, nous avons un très grand stand, oui, nous avons beaucoup de policiers dessus avec des spécialités différentes qui viennent de toute la France, de différents terrains et de différentes spécialités pour justement ouvrir nos portes, montrer ce que l'on fait. Nous y faisons des conférences, nous les retransmettons également sur nos réseaux sociaux de la police nationale pour montrer ce qu'on fait. Alors, 75% de la population, bien, mais nous continuons, nous progressons. Et parmi ces 75%, il y a 50% de jeunes qui se disent avoir une bonne image de la police nationale. Alors 50% des jeunes, c'est un petit peu moins. Et du coup, ça nous interroge. Et quand on leur demande à ces 50%, mais pourquoi tu aurais une mauvaise image? Pourquoi tu aurais... Et en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est de l'ordre de la perception et pas forcément de l'expérience. Pourquoi la perception? Parce que souvent, à travers nos moyens de communication et notamment les réseaux sociaux, nous avons un relais systématique en boucle des choses qui ne vont pas, des interventions qui ont été difficiles, qui sont violentes, souvent en dehors d'un contexte bien particulier. Et du coup, il y a en boucle des images qui tournent comme ça sur notre action, sur les réseaux, et qui entraînent une image qui peut être négative envers les jeunes qui sont les premiers destinataires de ces images, parfois violentes, sur les réseaux sociaux. Or, la police nationale, c'est quoi? C'est une intervention toutes les 10 secondes et c'est plus de 95% des opérations, des interpellations ou des actions de police qui se passent bien. Et la population, la police nationale est là pour protéger la population et au cœur et à l'image de la population. Et c'est ce que nous essayons de montrer au quotidien et notamment ici, dans cette action à l'égard de nos jeunes. Absolument, montrer les visages très positifs de la police, et ils sont nombreux, comme vous le soulignez dans les actions quotidiennes, et ne pas rester sur un petit pourcentage relayé par les réseaux sociaux et qui forcément font le buzz, font le clash, etc. Donc on va maintenant évoquer l'intérieur de la police. Les métiers, on peut peut-être commencer par ça parce qu'on a souvent une vision assez réduite des métiers de la police. Il y en a énormément. Là, on en a mis un petit exemple à l'image avec la police des frontières, par exemple, qui
qui va s'occuper de la fraude documentaire et les documents, mais on peut parler de la police des douanes. En tout cas, il y a une centaine de métiers. On parle de ces métiers avec toutes les deux d'ailleurs, puisque Tatiana, vous êtes aussi chargée de la promotion et de la formation. Si on devait évoquer cette grande variété de métiers de la police. Effectivement, peu de personnes le savent, mais on a une variété des métiers qui est très riche et surtout la possibilité de changer tout au long de sa carrière de métier. Ou pas d'ailleurs. C'est ce que j'explique aux jeunes notamment qui viennent nous voir sur le salon, c'est-à-dire qu'on peut rentrer avec une idée particulière. Moi par exemple, je suis rentrée avec l'idée de faire de la police judiciaire dans le cadre de la protection des mineurs. Et puis finalement j'ai fait de la police judiciaire mais en commissariat. Ensuite j'ai formé les jeunes qui voulaient faire de la police judiciaire et aujourd'hui je fais de la communication sur les métiers. Les 2 derniers métiers, je ne pensais pas les faire en rentrant dans la police. J'ai des exemples nombreux. Dans mon équipe, j'ai une personne qui a commencé par faire du maintien de l'ordre, qui est partie ensuite en police secours. C'est la relation constante avec la population. C'est le 17 qui intervient. Il est ensuite reparti en police judiciaire et aujourd'hui, il fait de la communication sur les métiers. Ça, c'est 2 petits exemples pour vous montrer qu'effectivement, on rentre avec une idée particulière et on a un champ des possibles qui s'ouvre à ce moment-là. Et donc, chaque personne, chaque policier a la possibilité de faire sa carrière. Éventuellement de rester toute sa vie en police secours parce que c'est là où on est le plus en contact avec la population, ou alors effectivement de changer tous les 2 ans, tous les 3 ans, sachant que la police va accompagner ce changement par le biais de formation interne. Excellent. Alors, on peut peut-être évoquer certains métiers. Il y a toute une partie un peu invisible de la police. On a bien sûr les équipes de terrain, vous le soulignez, police secours, qui est vraiment en première ligne et qui, là, pour le coup, a un impact sociétal très fort et protège les gens. Hein, tous ceux qui ont eu des fois la mésaventure d'avoir un petit accident connaissent l'importance de cet accompagnement. Derrière, on a de la police scientifique, on peut rayonner un petit peu. Il y a la cybersécurité également, très impliquée, qui est un domaine aujourd'hui très fort de la police. On peut peut-être évoquer différents métiers comme ça que les jeunes ne soupçonneraient pas. Oui, absolument. Alors, vous en avez évoqué certains. Alors, nous avons effectivement des techniciens qui sont en identité judiciaire ou en police scientifique. Certains policiers peuvent aussi embrasser pendant un temps cette carrière, même si elle est effectivement réservée plutôt à des profils scientifiques. Vous avez également tout le champ de l'investigation. Donc, j'ai évoqué, dans l'investigation, on a l'investigation en cybercriminalité, puisque aujourd'hui, il faut s'adapter avec toutes ces évolutions de la criminalité, et notamment sur les réseaux sociaux, entre autres. Et puis, vous avez aussi tout le champ, on ne l'a pas encore évoqué, du renseignement intérieur, notamment à la Direction générale de la sécurité intérieure, où vous avez une majorité de policiers qui travaillent justement pour préserver la sécurité et les intérêts de l'État à l'intérieur du pays, par exemple. Donc, ça fait partie des nombreux métiers que l'on peut voir. Des agences prestigieuses, là on parle de la DGSI, vous alliez rajouter? Oui, justement, pour compléter ce que dit brillamment Tatiana, nous avons en fait sur le stand un découpage de nos missions de la manière suivante. Prévenir, enquêter et intervenir. Prévenir, c'est quoi? C'est justement tout le rôle de prévention des infractions. Donc nous avons par exemple la police aux frontières qui va vous montrer comment on détecte des faux billets ou comment on détecte des faux documents d'identité. Enquêter, nous avons la police judiciaire et la police scientifique qui est présente sur le stand avec une mini scène de crime qui est reconstituée pour vous montrer comment on enquête et pouvoir discuter librement de ces enquêtes. Et puis intervenir, c'est évidemment nos unités d'intervention, nos unités d'élite comme le RAID et les BRI qui sont là pour interpeller les malfaiteurs, les surveiller, faire des filatures par exemple pour mieux les loger, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire savoir où ils habitent et pouvoir les interpeller par la suite au moment où l'enquête est prête. Donc nous avons différentes missions et nous avons des spécialités techniques, comme on vous l'a expliqué, scientifiques, numériques, et biologiques, chimiques, etc. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur cette grande diversité. Exactement, donc ça sera à découvrir sur le stand. Ce que vous évoquez là, Sonia, c'est vraiment des choses du métier, les filatures, loger quelqu'un, voilà, savoir où il est, se mettre en planque. On se rend compte qu'en fait, dans la police nationale, on est d'une part au cœur de la société, on est confronté aussi à toute une partie un peu problématique. On est souvent sur des enquêtes, alors soit de la drogue, soit des trafics en tout genre, soit des altercations. On est confronté à de l'humain, au cœur de l'humain, donc ça nécessite à la fois une formation technique, bien sûr, d'appréhension, de dialogue, mais ça nécessite aussi beaucoup de qualité humaine, finalement, hein.
Oui, la police, ce n'est que de l'humain. La police, elle est véritablement au cœur de la société, comme vous l'avez dit. Je dirais que justement, pour faire ce métier, il faut avoir beaucoup d'empathie. Il faut avoir le sens du service public, c'est-à-dire au service du public, avec un sens du collectif très fort. Il faut avoir envie d'aider les gens, il faut avoir envie de les protéger. Alors certes, nous avons des réflexes professionnels, mais derrière la tenue, derrière l'uniforme, il y a des hommes et des femmes qui vivent des situations extraordinaires, répétées, et qui ont leur motivation qui naît véritablement de la nécessité de leur mission, de la nécessité de protéger tout le monde et de pouvoir faire avancer la société dans un monde plus sûr, plus sécurisant et de protection pour nos plus fragiles. Alors, on va revenir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Tatiana, c'est peut-être les changements d'orientation, mais on peut déjà voir aussi dans le parcours qu'il y a... Ben voilà, il y a un épanouissement, il y a des carrières à faire incroyables. On peut l'évoquer, ça, Bien sûr. ce parcours. Et Sonia, après, vous nous... J'ai tendance à dire aux jeunes, notamment qui viennent nous voir sur les salons de recrutement ou d'orientation tels que celui-ci, que déjà pour rentrer dans la police, je vais reprendre ce que Mme Fibiola a dit, il faut avoir le goût de l'autre, le goût de la relation humaine, puisque nous sommes dans un métier de relation, le goût de l'État, effectivement, et du respect de la norme. Ensuite, il suffit de s'imaginer un jour avec un uniforme, une arme à feu sur la voie publique, parce que ça fait partie quand même intégrante de la police nationale et des policiers qui la composent. Mais ensuite, tout est possible. Très souvent, les jeunes viennent nous voir en disant « mais comment est-ce qu'on fait pour être CRS ?» Par exemple, dans les compagnies de républicaines de sécurité où on va faire du maintien de l'ordre. Eh bien, en fait, tous ces métiers-là, on y rentre notamment sur ces métiers de terrain. Par une porte, c'est le concours de gardien de la paix. Et aujourd'hui, vous avez des policiers qui sont au RAID, des policiers qui sont à la police aux frontières, des policiers qui sont en CRS, des policiers qui sont en police secours. Tous ont passé ce concours de gardien de la paix. C'est à soi, après, une fois qu'on est en poste, de faire sa carrière et de décider si on a envie de rester toute sa vie sur le même poste, parce qu'il y a des personnes, comme je l'ai dit, que ça va combler, parce que notamment la police secours est très riche d'enseignements, de variété et d'expériences humaines. Et puis certains vont pouvoir changer tous les 2 ans, tous les 3 ans, par le biais des mutations, et aller découvrir chaque fois un nouveau métier. Et dans la plupart des cas, ils seront formés par la police nationale pour pouvoir faire au mieux et exercer au mieux ce nouveau métier. Et donc ça, c'est une possibilité qu'on aura tout au long de sa carrière. C'est une chance qui est là en permanence et qui permet à chacun de trouver sa voie à un moment donné s'il a envie de changer. Et puis rappelons que la police nationale, c'est sur tout le territoire et du coup il y a cette possibilité de changer aussi de région. Absolument, c'est ce que je dis également aux jeunes. On n'a pas toujours exactement tout ce qu'on veut au moment où on le veut, mais la possibilité qui est ouverte dans la police nationale, c'est non seulement de changer de métier, vous pouvez également avoir des mutations géographiques qui peuvent être un caractère précis avec un choix précis. Vous pouvez également travailler en outre-mer, y compris dans les ambassades à l'étranger où nous sommes représentés. Et enfin, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, monter en grade, c'est-à-dire passer en interne le concours d'officier que l'on peut également passer en externe avec un bac+3 ou le concours de commissaire que l'on peut passer en externe avec un bac+5. Donc aujourd'hui, nous avons des gardiens de la paix qui sont devenus commissaires parce qu'au gré de leur expérience, ils ont choisi de prendre des responsabilités, de monter en responsabilité, de devenir des managers et de devenir des directeurs de service. Voilà, donc ça, tout est possible. Une fois de plus, c'est une question de choix, c'est une question d'appétence et c'est en fonction des moyens que l'on se donne, bien évidemment. Alors, puisqu'on est sur les parcours réussis, Sonia, vous pouvez nous raconter un petit peu, vous, votre parcours au sein de l'institution, parce que vous êtes commissaire divisionnaire. Ce que rappelait Tatiana à l'instant, c'est que un commissaire divisionnaire, c'est presque un gestionnaire de PME. Il y a quand même beaucoup, des fois, il y a beaucoup de collaborateurs, de collègues à manager au quotidien. Quand on parle de gros commissariats, on est sur des peut-être 150, 200 personnes parfois. Donc, parlez-nous un petit peu déjà de votre parcours et après du quotidien sur le terrain. Pour rebondir juste sur ce que venait de dire Tatiana, oui, hier d'ailleurs, nous avons eu en entretien, en conférence, un collègue CRS commissaire et qui est passé par tous les grades, gardien, lieutenant et ensuite commissaire. Alors pour ce qui est de mon parcours, c'est un parcours parmi tant d'autres en police nationale. Moi j'ai commencé en 2000 en tant qu'officier de police, donc j'ai passé le concours de lieutenant après des études de droit avec une spécialisation en criminologie. Et puis là, j'ai découvert le monde de la police. 18 mois d'école d'officier, je suis sortie et j'ai fait 4 ans en sécurité publique où je m'occupais du judiciaire du commissariat et j'enquêtais sur des violences intrafamiliales, des violences sur les mineurs, mais aussi des vols, des escroqueries, des petites atteintes aux biens, tout ce qu'on traite en commissariat.
Et en commissariat, c'est vraiment l'échelon de proximité du territoire et c'est là où on sait tout ce qui se passe et la criminalité du quotidien en commissariat. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis après, comme j'avais un bac+5, 6 exactement, j'ai passé le concours de commissaire en externe que j'ai eu. Et donc j'ai pu intégrer l'école de commissaire à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Et j'y ai fait donc 2 ans pour me préparer à être chef de service. Alors, chef de service, vous l'avez dit, c'est véritablement gérer l'intégralité d'un service, de ces hommes et de ces femmes qui composent le service, et de bien gérer la stratégie des missions. Donc, un commissaire en commissariat, eh bien, c'est lui qui est le chef du commissariat. Donc, il va à la fois gérer les effectifs qui sont sur la voie publique en tenue et les effectifs qui sont en civil en train de faire des enquêtes. Et puis, il va gérer aussi tout un tas de relations partenariales intégrées dans sa commune, à la fois les maires, les bailleurs sociaux, les transporteurs publics, etc. Et il va essayer d'organiser par secteur sa ville et essayer de déterminer où sont les difficultés et mettre et orienter l'activité de ses collaborateurs sur les secteurs déterminés. Alors on a des process là-dessus qui ont fait preuve de leur efficacité dans véritablement beaucoup de villes. Alors, mais un commissaire, ce n'est pas qu'un commissaire en commissariat, ça peut être aussi un commissaire en police judiciaire. Et d'ailleurs, quand je suis sortie de l'école de commissaire, j'ai intégré un commissariat en tant que chef de la sûreté urbaine, c'est-à-dire le judiciaire du commissariat. Mais après 2 ans, eh bien, je suis rentrée en police judiciaire. En police judiciaire, j'ai fait de l'anti-blanchiment. C'est-à-dire que nous travaillons sur l'argent issu du trafic de stupéfiants et de l'économie souterraine, sur l'échelle de tout un département. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans et demi. Ça a été vraiment très riche d'enseignements et notamment techniques parce que du coup je me suis spécialisée sur un domaine particulier alors qu'avant j'étais généraliste en commissariat, on traite un peu de tout. Et puis après ces 3 ans et demi, j'ai intégré de 2014 à 2019 la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire. Et ça ne vous avait pas échappé sur le concours de circonstances de date lors de la vague d'attentats la plus meurtrière que nous ayons connue en France. Donc pendant 5 ans, nous avons travaillé en équipe collégialement sur ces attentats, sur l'enquête et sur tout ce qui pouvait permettre l'absence de réitération de ces attentats et de travailler vraiment en véritable synergie pour cette mission qui nous a été extrêmement prenante pendant ces années. Une mission passionnante, beaucoup de sacrifices, des sacrifices personnels, des sacrifices professionnels, mais une aventure humaine exceptionnelle, extraordinaire. Et si on me demandait demain de refaire la même chose, je signerais immédiatement. Après cette expérience de 5 ans en sous-direction antiterroriste, j'ai rejoint l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière, travaillé sur mes premières amours de blanchiment, d'anti-blanchiment. Et au bout de quelques mois, le directeur central m'a demandé de restructurer son état-major en police judiciaire, ce que j'ai fait pendant 18 mois. Et ensuite, le directeur général de la police nationale a créé ce poste de porte-parole de la police nationale et m'a demandé de pouvoir le prendre, ce que j'ai accepté immédiatement, parce que je voudrais faire partager mon enthousiasme pour mon institution, pour mon métier, à tous ces jeunes que je vois et qui sont nombreux, et qui sont curieux de venir nous rencontrer et leur expliquer qu'est-ce que c'est concrètement la vie dans la police, tout grade confondu, toute spécialité confondue, parce que je connais bien les flics. Depuis maintenant plus de 20 ans que j'y traîne mes guêtres et ce sont des gens extraordinaires et qui ont beaucoup de choses à partager, qui font preuve d'une solidarité, d'un collectif très fort et c'est ce qui m'attache à cette institution. Je rebondis sur un des derniers mots, le collectif. On voit que dans la police nationale, alors des fois on parle un peu des gardes de service ou forcément il y a des silos. Il y a combien de personnes aujourd'hui dans la police nationale? On est 146 000. 146 000. Donc voilà, forcément il y a des services qui vont peut-être pas forcément. Mais il y a ce collectif, ce groupe, la famille, la maison, hein, comme on l'appelle à l'intérieur. Le collectif est très fort finalement, comme vous l'évoquez. Il y a beaucoup de... Oui, tout à fait. En fait, on l'a dit et répété, au contact de la population, c'est fondamental, mais on travaille constamment en équipe. Ça, c'est un vrai critère pour les jeunes, hein, puisqu'on ne travaille jamais seul. Moi, il fut un temps plus jeune, j'avais peut-être l'idée d'intégrer la magistrature, et un stage m'en a dissuadé parce que justement, j'ai découvert cette dimension collective. Quand on est policier, on ne travaille jamais seul et on travaille constamment en solidarité. Et ce sentiment d'appartenance à une grande famille,
il est réel, il n'est pas fin, il n'est pas forcé. C'est quelque chose qui finalement nous tient aux tripes, y compris lorsqu'on est rentré avec une certaine idée. Je pense à certains qui ne veulent rentrer que pour la brigade des caisses, d'autres que pour la brigade des mineurs, etc. Et bien finalement, on épouse la totalité de ce que représente la police nationale avec la variété de ses métiers, ses différents profils, puisqu'on a la chance d'avoir une police qui correspond à sa population, avec des profils très variés, certains qui seront plus voie publique, d'autres qui seront plus judiciaires, etc. Mais véritablement, nous sommes totalement en raccord avec la population et avec ce sentiment de groupe et d'équipe qui est très très forgé dans nos têtes. Et je me permets de rebondir parce que ce sens du collectif, il est indispensable. Il est indispensable parce que notre métier est difficile. Pourquoi il est difficile? C'est parce que nous sommes confrontés au quotidien à la répétition de stress, de situations d'urgence, de crise parfois. Et la répétition de ces situations de crise nous fragilise aussi en tant qu'humains. Et si nous n'avions pas ce collectif pour débriefer, pour pouvoir échanger, pour pouvoir se soutenir les uns les autres psychologiquement, eh bien, ça serait un métier qui serait extrêmement difficile à tenir dans le temps. Or, on y fait une carrière qui est longue, de plus en plus longue, et une carrière qui est riche et qui est véritablement diversifiée avec des aventures humaines extrêmement fortes. Donc c'est pour ça que ce collectif est très fort en police nationale. Il est fort au sein des unités, il est fort au sein des groupes, il est fort au sein des brigades, il est fort au sein des commissariats et d'une manière générale sur toute la police nationale. Et on se met en fait derrière cette bannière police nationale pour représenter au mieux ce collectif. Et alors, comme vous évoquez là, on peut parler de... Là on est sur les situations de stress, d'urgence qu'on connaît, bien sûr, même à travers les documentaires, hein, les sujets qui passent régulièrement à la télévision. Il y a aussi ce cœur de la cité, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, de lien avec la mairie, avec, tiens, j'organise une grande course ou un événement au sein de la ville. Ben, la police va être là, va être peut-être questionnée presque en premier front, on va dire, tiens, comment on l'organise, comment on la gère. Du coup, il y a, dans la vie de la cité, la police a une partie très importante, même en dehors des situations d'urgence qu'on connaît classiques, quoi. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que, certes, nous sommes là pour gérer les crises, oui, et pour empêcher que des infractions se commettent, mais justement pour empêcher qu'elles se commettent, on est là aussi pour s'organiser avec tous, c'est-à-dire que on considère en police nationale que tout le monde est acteur de la sécurité. Donc comment on fait? Eh ben, on se réunit autour d'une table avec des groupes qui s'appellent les groupes opérationnels, hein, de prévention, qui réunissent eh bien, justement les acteurs, les bailleurs sociaux, les transporteurs publics, les associations, les maires, les élus, les adjoints aux maires, etc. Et puis on discute des difficultés du territoire pour essayer de trouver une solution en coproduction, comme on dit, c'est-à-dire de trouver ensemble les meilleures solutions sur le territoire. Et là, c'est vraiment de l'ordre de la stratégie, et ça touche tous les grades qui participent, puisqu'on a des chefs de secteur qui sont majors de police, c'est-à-dire qu'ils sont gradés dans le corps des gardiens de la paix pour pouvoir gérer leur secteur. Et puis dans les plus gros secteurs, on a des officiers, donc lieutenant, capitaine, commandant. Et puis à l'échelon de toute une commune, on a les commissaires qui gèrent tout cela. Et c'est vraiment une intégration. C'est pour ça que quand on parle du rapprochement police-population, je n'aime pas trop le terme de rapprochement, parce qu'on n'a pas à se rapprocher de la population, on y est déjà complètement dedans. Je dirais plutôt un resserrement police-population, puisque nous sommes là, on représente la société civile dans toute sa diversité, et nous y sommes au quotidien, tous les jours, impliqués. C'est vraiment une connexion quotidienne avec les gens. On le voit, c'est un petit peu paradoxal. On avait commencé là-dessus en disant que les gens, c'est plus une perception qu'ils ont, parce qu'on le voit dans les parcours que vous évoquez, dans vos parcours. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans cette mission. C'est plus qu'un métier, c'est une mission, hein, on peut le dire. Et quand on regarde en fait les films, les séries, il y a toujours le policier, le flic, hein, on va dire. C'est un personnage qu'on retrouve dans un nombre incroyable de films, qui est plébiscité, qui fait rêver quelque part. Et après, dans la réalité, les gens, des fois, font un petit décrochage et ils restent sur de l'actualité. Il y a un peu ce paradoxe que, d'un côté, il y a une image qui est quand même véhiculée, qui est très positive. Et les gens ne s'en rendent pas toujours compte. Il y a un anniversaire à côté, non, je sais pas. Mais voilà, il y a un petit peu ce paradoxe-là. Et
ça mérite de reconnecter justement avec une image positive. De toute façon, moi, ça fait des années que je suis en communication sur les métiers, que je suis en interaction avec les jeunes qui souhaitent parfois rentrer à la police et parfois simplement venir nous rencontrer pour discuter. Il y a toujours eu un petit peu cette attirance, je t'aime, je te hais. Je t'aime parce que tu m'intéresses, tu fais partie de ma vie quotidienne. Effectivement, on l'a dit, les policiers et la police nationale est au cœur de la vie des gens. Et effectivement, comme je le dis, on vient rarement au commissariat pour juste souhaiter bonjour, tout va bien. C'est malheureusement quand on a des difficultés. Donc nous, on est en contact avec un peu la misère, la misère de la population. Donc il y a en même temps cet attrait parce qu'on est au cœur de la cité, puis en même temps un peu cette défiance parce que la police, elle est quand même là pour faire respecter les lois. Et certains n'ont pas forcément envie de les respecter. Mais depuis des années que je fais ça, j'ai toujours vu les jeunes venir voir avec quand même un petit peu les yeux qui brillent. Tu m'intéresses, j'ose pas forcément le dire, mais j'aimerais quand même beaucoup que tu me parles de toi, police nationale, et puis que tu me dises si je peux rentrer, parce que c'est un petit peu comme avec l'école, vous savez, on se dit, est-ce que je vais pouvoir y aller, est-ce que je vais pouvoir rentrer, est-ce que je vais pouvoir réussir? Il faut savoir que le gros des troupes aujourd'hui, ce sont des gardiens de la paix. On a plus de 100 000 gardiens de la paix en France, qu'on peut accéder à ce concours avec le baccalauréat et même en passant par policier adjoint sans le baccalauréat, que les portes sont totalement ouvertes à des personnes qui ont effectivement ce goût de l'autre, ce goût du respect de la norme, de l'État, etc. Et puis, pour faire le lien avec ce qui était dit juste avant, aussi ce goût de l'actualité, parce que comme on est au cœur de la cité, on est totalement en interaction avec l'actualité, qu'elle soit nationale et maintenant internationale. Et donc il faut avoir ce goût et la curiosité de savoir ce qui se passe pour pouvoir ensuite le gérer une fois qu'on est en situation de police, parce que de toute façon, ça va être la réalité du métier. Et on peut parler justement à propos de l'actualisation des moyens, des ressources. On peut peut-être évoquer ces transformations qui ont lieu à l'intérieur des services de police, davantage de numérique, la cybercriminalité. Il y a une vraie aujourd'hui adaptation à l'environnement parce que le monde a changé. Le numérique a impacté toutes les entreprises, on le sait, tous les secteurs, y compris dans la police. Aujourd'hui, on le voit à l'image. On va avoir aujourd'hui de la haute technologie. On a tout un tas de services qui se sont développés. Même, on peut évoquer la police scientifique. Il y a des moyens de très haute technologie et donc ça fait partie aussi des métiers et des voies dans lesquelles on peut s'épanouir. Alors clairement, on est en mouvement de modernisation et de progression technologique forte, particulièrement cette année parce que nous sommes en train de préparer en fait un budget qui est vraiment très élevé du coup l'effort et la priorisation est vraiment mis sur cette transformation numérique de l'intégralité de la police nationale. Alors ça va se traduire comment concrètement? Concrètement, c'est des smartphones pour tous les policiers, 115 000 qui vont arriver là dans l'année. On a des fichiers qui vont être directement pouvoir être interrogés à travers les tablettes et les smartphones. On va avoir des nouveaux outils de logiciels pour rédiger les procédures. On va pouvoir en fait développer toutes ces technologies que vous avez déjà vues arriver avec les caméras piétons notamment dans les services. Et puis, j'en oublie sans doute, mais on a un gros effort à faire là-dessus. On progresse beaucoup et ça va continuer dans les années à venir. Donc oui, un gros effort technologique. Et d'ailleurs, on a des spécialités qui ont besoin de personnes qui ont cette appétence-là. Par exemple... des ingénieurs du numérique. Exactement. On a des services qui luttent contre la cybercriminalité, par exemple. Vous allez avoir une conférence tout à l'heure là-dessus. Des personnes qui luttent sur la criminalité en ligne, qui recueillent les signalements illicites qui sont faits et puis qui vont essayer d'enquêter sur ces signalements. Mais on a aussi développé des téléservices pour les usagers, c'est-à-dire par exemple moncommissariat.fr par exemple est une plateforme de recherche de renseignements, d'informations sur une difficulté, un problème de sécurité que les citoyens rencontrent. Et on peut directement, en allant sur la plateforme moncommissariat.fr, chatter avec un policier en direct pour être renseigné sur son besoin de sécurité, sur les documents qu'il faut apporter en commissariat. Et puis l'avenir, c'est la plainte en ligne. On a actuellement la pré-plainte en ligne, mais on a aussi la plainte en ligne. Puis on a aussi dans ce type de plateforme des spécialisations, par exemple sur les infractions sexuelles et sexistes où les femmes qui sont violentées, qui parfois n'osent pas rentrer dans les commissariats, elles peuvent tout à fait se connecter à la plateforme des violences sexuelles et sexistes pour pouvoir commencer les premières démarches et savoir où elle peut être orientée. Donc on a tout un tas de services, de téléservices
pour les usagers, pour les citoyens, de manière à les protéger au mieux, à la fois physiquement, mais aussi sur le numérique. Et puis on va progresser aussi sur nos outils technologiques. Excellent, donc on le voit, un écosystème très riche qui est en mouvement, qui va grandir sur le plan numérique, qui est au cœur de la cité avec beaucoup de possibilités d'évolution en interne sur le territoire. Donc une maison qui a beaucoup d'atouts et beaucoup d'attraits, beaucoup de choses pour plaire. Donc tous ceux qui sont là, il y a quand même une belle qualité d'écoute là depuis tout à l'heure. On peut bien sûr vous orienter sur le stand à découvrir. Alors je sais pas, d'habitude on parle des rendez-vous. Qu'est-ce qu'on a comme rendez-vous alors nous allons avoir prochainement l'ouverture d'ici quelques semaines du concours de gardien de la paix, qui a lieu en principe une fois par an, peut-être prochainement 2 fois par an. Donc là, il est ouvert à tous les jeunes qui ont entre 18 et 35 ans, titulaires du baccalauréat pour passer ce concours de gardien de la paix ou 1 an d'ancienneté de policier adjoint. Donc ça, c'est le gros rendez-vous à venir du printemps pour la police nationale. J'ajouterai que pour la transformation numérique, dans le cadre du recrutement, nous avons un site qui s'appelle devenirpolicier.fr que je vous invite à aller visiter. Et là aussi, vous allez pouvoir chatter avec des policiers qui sont en service. Certains d'entre eux sont sur le stand, d'autres sont en emploi. Et vous allez pouvoir discuter de leur spécialité, de leur grade, etc. avec toutes les possibilités qui sont offertes. Donc le recrutement, effectivement, de gardiens de la paix par le concours. Et également, en ce moment, alors là, on est plutôt sur un dispositif d'égalité des chances pour intégrer des jeunes qui ont besoin d'une remise à niveau pour passer ce concours. Nous sommes en plein recrutement des cadets de la République. Ça va terminer fin mars, peut-être la mi-avril sur la région Île-de-France. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Là, c'est plutôt pour les jeunes qui ont besoin de cette remise à niveau. On leur propose 1 an, effectivement, en école avec justement des cours et en même temps, on leur apprend un métier, le métier de policier adjoint pour passer le concours de gardien de la paix. Donc c'est pour vous montrer que la police, elle est très ouverte dans les concours, mais également dans les profils égalité des chances. Elle est ouverte à tout le monde, à tous ceux qui ont cette motivation pour ce métier. Excellent, les cadets de la République donc, et puis le concours des gardiens de la paix qui arrive printemps, fin mars, c'est quand ? Oui, en principe, je n'ai pas encore la date d'ouverture exacte, mais ça sera probablement courant avril avec une clôture en juillet. Donc tous les bacheliers, c'est le conseil qu'on leur donne sur le stand, tous les bacheliers qui souhaitent passer ce concours. Alors moi, j'invite tous les jeunes à passer des concours parce que c'est une expérience déjà. Et lorsqu'on le réussit du premier coup, c'est une chance, une joie. Mais on peut aussi avoir un échec et le recommencer. Ça, c'est tout à fait logique puisque c'est la valeur de soi par rapport aux autres. Donc il faut aller passer des concours et s'y entraîner. Effectivement, ce concours de gardien de la paix, ça sera l'inscription jusqu'en juillet, y compris pour les bacheliers qui n'ont pas encore leur bac. Vous pouvez vous inscrire au concours de gardien de la paix, sachant que les premières épreuves écrites ont lieu en septembre et que c'est qu'au moment des épreuves écrites qu'il faudra être titulaire du baccalauréat. Donc inscrivez-vous, n'hésitez pas. Les concours de la police nationale sont des concours où l'inscription est gratuite. Ce n'est pas le cas de tous les concours et où vous pouvez vous présenter autant de fois que vous le souhaitez. Donc ne perdez pas la chance d'être éventuellement en réussite. Ça serait dommage. Très bien. Un petit mot de conclusion, Sonia. Juste, on est arrivé au bout de la demi-heure. Pour conclure, je pense que c'est vraiment le moment. Cette année, nous avons des recrutements importants. On a plus de 7000 agents qui vont être recrutés, dont 2000 gardiens de la paix. Et donc, voilà, il faut vraiment y aller, oser. Et comme l'a dit Tatiana, il faut tenter sa chance et vivre une expérience parce que même si on échoue, c'est bon de savoir pourquoi. Et les échecs nous font avancer. Bien sûr. Et puis, on n'est jamais à l'abri d'un succès. Et c'est une formidable opportunité. La police nationale, c'est une carrière qui est passionnante, qui est motivante, qui a du sens. Et je sais que nos jeunes recherchent beaucoup le sens actuellement. Et je pense que la police nationale les comblera en ce sens. Très bien, merci à toutes les deux d'être venues nous dévoiler un peu, nous emmener dans les coulisses de la police nationale, que vous voyez très certainement dans notre œil maintenant, et c'est tant mieux. Et bien sûr, le salon continue, on se retrouve cet après-midi sur l'Agora. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci.